J'ai remis en L'histoire a démarré de la manière suivante. Quand j'ai atterri à l'université de Msila en 2006, après avoir été bloqué à l'université de Batna, c'est-à-dire empêché d'enseigner alors que j'étais recruté, avec bien sûr la complicité de l'entourage du ministre de l'Enseignement supérieur, qui s'entoure de gens qui me connaissaient durant les années 80-87 à l'université de Constantine, qui ne partageaient pas mes opinions, donc ils avaient à prendre une certaine revanche. Ils m'ont bloqué au niveau de l'université de Batna. Ils m'ont empêché de travailler alors que j'étais accepté, invité même de France, et ils ont prétexté que j'avais un dossier de la sécurité militaire qui me reprocherait une sorte d'atteinte à la sécurité d'État. C'était une manière d'endosser la responsabilité aux services secrets qui n'ont rien à voir avec les affaires de l'université. C'est-à-dire, ils ont trouvé un prétexte, donc c'est une manière aussi de porter atteinte à l'honneur de la sécurité militaire algérienne, en quelque sorte, de lui imputer la responsabilité et de dire, au fait, à leur insu, donner une image de l'Algérie, une image d'un pays dictatorial où la sécurité militaire est partout. Qu'est-ce qui fait ça? Ce sont des fonctionnaires. Ce sont des fonctionnaires qui n'ont pas le sens de la responsabilité morale, politique et civique, donc ils se cachent derrière les services secrets algériens. D'une part. Et d'autre part, quand ils ne trouvent rien à redire à propos de la sécurité militaire, ils se reportent sur la fonction publique. Vous avez un problème avec la fonction publique, mais en vérité, moi et d'autres collègues algériens n'ont de problème ni avec la sécurité militaire ni avec la fonction publique. Une manière d'utiliser d'utiliser les institutions de l'État pour se laver les mains, en quelque sorte. Donc, quand j'étais bloqué au niveau de Batna, je me suis rabattu sur Msila. J'ai posé ma candidature de manière discrète parce que je savais que je suis poursuivi par les clans et les réseaux d'intérêts qui n'ont pas intérêt à ce que des Algériens compétents de l'intérieur et de l'extérieur viennent à se recruter, à travailler dans l'université. C'est simple, c'est un sabotage délibéré et qui se justifie par la préservation des intérêts des réseaux et des clans. Donc c'est un sabotage contre l'État et la nation. Et je le dis bien, ce sont des segments d'administrateurs, de responsables politiques qui parasitent l'État algérien. Et monsieur le ministre Haraoubiya, ils m'ont volé à cause de mon passage à la télévision française en septembre dans l'émission C'est dans l'air, émission dans laquelle je faisais des analyses complètement impartiales sur le fonctionnement de l'État et justement sur ces clans qui parasitent l'État. Donc il s'est senti indirectement visé. Et j'ai critiqué les méthodes d'enseignement et de recherche en Algérie. Il s'est senti visé, lui et son clan. C'est clair et net, il n'y a pas de secret dans cette affaire. Et je dis bien que lorsque je me défends, je défends une cause, pas la cause de Rouadjia, mais la cause de tous les Algériens compétents, sacrifiés sur l'autel de la bêtise, de l'ignorance et du sabotage. Parce que là, il s'agit d'un sabotage, non pas contre un individu, mais contre la collectivité nationale. Tout ce que l'Algérie possède comme compétences sont complètement marginalisés, écartés, stigmatisés, discriminés
par des gens pestonnés, y compris certains ministres. Les choses soient claires et nettes. Et quand je suis arrivé à Msila, qu'est-ce que j'observe? J'observe que monsieur le recteur de l'université se comporte de manière plus qu'autoritaire. Je dirais même grossière, je l'ai dit dans la presse algérienne. Il insulte les enseignants, il les traite, il leur dit je vous traite, vous êtes des femmes. Il les insulte, il baisse le profil, ils ne disent rien. Et ce silence des intellectuels m'a révolté. Autant que la dictature du recteur. À l'origine, il ne m'a rien fait. Il ne m'a rien fait. J'ai observé qu'il avait des comportements absurdes, contraires aux bienséances, aux lois et au respect de l'autre. J'ai écrit un article et cet article, il lui a donné du grain à moudre pour m'entraîner de manière injuste en justice pour diffamation alors que je ne l'ai pas diffamé. Il n'est pas un mot, une phrase qui comporte la moindre diffamation contre sa personne. Il décide, avec la complicité et le feu vert implicite du ministre Hraoubia et son secrétaire général, de me suspendre et de me bloquer mon salaire. Et je peux dire, pour nuancer mon raisonnement, que ce n'est pas une décision de l'État. C'est une décision d'un petit clan, d'une fraction de l'administration ministérielle. Et je ne mets pas en cause l'État dans sa globalité pour que les choses soient claires et nettes. Voilà l'origine de ma suspension qui a été une suspension anticonstitutionnelle, arbitraire, qui n'est guère fondée et qui m'a valu une sanction injuste et contraire aux valeurs patriotiques, humanistes algériennes. J'ai remis en cause le fonctionnement de l'université sur le plan scientifique. Pas d'internet, pas de bureau pour les enseignants, pas de production scientifique. Une université de 30 000 étudiants et de 800 enseignants ne dispose pas d'une revue scientifique, sociologique ou juridique digne de son nom. Ça n'existe pas. Par ailleurs, la plupart des enseignants vont au cybercafé, ou bien pour rencontrer leurs étudiants, ils les rencontrent debout dans les couloirs. J'ai dénoncé la primauté de l'administratif sur la chose scientifique. Les administrateurs, ils ont tout le droit. Par ailleurs, c'est-à-dire qu'on recrute l'encadrement de l'université, non pas sur la base des critères de compétences scientifiques, mais sur la base de la cooptation et du clientélisme. Et ils ne sont pas élus, ni le recteur, ni les doyens, ni les chefs de département. Ce sont des gens cooptés, puis recrutés sur la base de la cooptation et par décret, sur proposition de monsieur le ministre, de monsieur ceci et cela, mais ils n'ont aucune compétence requise pour assumer telle ou telle fonction. Incriminer les étudiants. Il faut incriminer d'abord les enseignants et surtout ce qui est derrière les enseignants. Les modalités de leur recrutement, comment ils sont recrutés ces gens-là. D'abord, la plupart ils sont recrutés sur la base du clientélisme. Des gens qui ont un magistère, une maîtrise, ils sont recrutés parce qu'ils sont pestonnés. Et il n'y a pas de sélection rigoureuse. C'est-à-dire la seule sélection, c'est celle du pestan. En Algérie, c'est le pestan. Et donc, le problème de la sélection sur la base d'un dossier solidement étayé, sur le plan scientifique, n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais en même temps, les enseignants recrutés, même pestonnés, ils n'ont pas acquis la formation requise pour l'enseignement. Premier point. C'est des gens qui sont affligés d'absence de méthodologie.
de connaissances générales, de connaissances générales, de connaissances générales plutôt sur le plan scientifique, et ils souffrent d'un déficit incroyable en matière de connaissances et de méthodologie de la recherche et de l'enseignement. Deuxièmement, les enseignants qui sont recrutés, comme leur salaire est très faible, au lieu de consacrer le temps qu'il leur reste à la recherche et à l'enseignement, ils le consacrent à des heures supplémentaires. Et c'est une catastrophe. Pourquoi? Non seulement ils font des heures supplémentaires dans leur propre université, mais il y a des gens qui font des heures supplémentaires dans d'autres universités situées à 1000 lieues de leur université d'origine. Et dans ces conditions, quand vous avez un enseignant titulaire d'un magistère ou d'un doctorat qui passe le plus clair de son temps dans les trajets et dans des cours, c'est-à-dire pour donner des cours supplémentaires, comment voulez-vous qu'il peut lire, se consacrer à la lecture, à l'acquisition du savoir pour le transmettre aux étudiants, puisqu'il passe le plus clair de son temps dans des trajets et dans des cours bâclés, c'est-à-dire il recrache les mêmes cours partout. Et dans ce cas, ni l'enseignant ni l'étudiant ne peuvent progresser en matière de recherche. Ils ne se donnent pas le temps nécessaire à la réflexion. Et donc, la recherche et l'enseignement sont faits pour des raisons, pour des motivations purement matérielles. C'est-à-dire, on se sert de l'université comme on se servirait d'un travail dans une entreprise quelconque. Autrement dit, le savoir n'est utilisé qu'en apparence. Pour compléter le tableau, excusez-moi, la faiblesse de l'université algérienne, son drame, c'est le trafic des notes et des diplômes. Et là, nous avons une série de témoignages et on peut même faire des enquêtes approfondies pour démontrer qu'il y a trafic de diplômes et trafic de notes et distribution de notes moyennant de compensation matérielle. C'est-à-dire il y a fraude, trafic, vénalité des notes. Et le phénomène, l'autre phénomène pervers, c'est la nomination des responsables par cooptation et par désignation et par décret. C'est-à-dire en dehors de toute représentation démocratique des élections par les pairs. Ils ne sont pas désignés par les pairs. Le drame aussi, entre autres, de l'université algérienne, j'ai né dans cette manière de gérer l'université de manière bureaucratique et de manière tribale. Et le cinquième ou le sixième facteur, c'est l'absence d'évaluation et de sanction. C'est-à-dire qu'on ne demande pas à l'enseignant des résultats. Il n'y a pas d'obligation de résultats dans l'université algérienne. Par contre, lorsqu'on veut avoir la peau de quelqu'un, on lui pose justement ces problèmes. C'est-à-dire on lui demande des comptes. Mais lorsqu'il s'agit de cette masse confuse d'individus qui sont venus à l'université par le hasard, par des accidents, par exemple comme ceux qui viennent des lycées et qui deviennent du jour au lendemain des professeurs d'université. Alors qu'ils n'ont ni le niveau, ni les compétences, ni la capacité, ni les méthodes. D'où le classement de l'Algérie. L'Algérie, elle est classée bien derrière les deux pays maghrébins. Mais je n'ai pas les statistiques sur la main, mais on peut les avoir. C'est-à-dire, elle est, je crois qu'elle est parmi les dernières positions du continent africain. L'Algérie, en matière de recherche, de publication. Il y a des sites et des statistiques internationales mondialement reconnues qui placent l'Algérie dans la queue des nations. L'État algérien met le paquet pour les moyens matériels.
Il y a des laboratoires, il y a des machines, il y a de l'argent. C'est pas l'argent qui manque en Algérie. Et l'État est généreux en matière d'investissement. Il faut bien nuancer la chose. Hein. L'État met le paquet. Mais le problème, c'est que l'administration, elle a toutes les prérogatives pour bloquer ou pour empêcher les enseignants de faire usage de ces moyens mis par l'État à la disposition des enseignants. Mais il faut dire aussi qu'on peut incriminer l'État. Pourquoi? Parce que l'administration n'est pas séparée de l'État. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une volonté de l'État pour imposer à l'administration locale de mettre à la disposition des universitaires les moyens dont ils ont besoin pour produire. D'accord. Et ces moyens... C'est l'argent existe. Mais il va où cet argent? Cet argent, il est entre les mains des administrateurs pour faire passer des marchés, pour acheter des équipements, des chaises, etc., des commissions, des trucs comme ça, c'est-à-dire leur salade, leur cuisine. Mais la qualité de l'enseignement, l'élévation de la recherche, ce n'est pas seulement par le nombre de chaises et de places pédagogiques, c'est la qualité des places pédagogiques et surtout les moyens mis à la disposition des enseignants pour pouvoir préparer dans des conditions optimales, propices, leurs cours et leur enseignement et par voie de conséquence de faire la recherche. Il y a des laboratoires, mais aussi on peut incriminer les enseignants. Et pourquoi? Parce que comme les enseignants sont pistonnés, et quand ils atterrissent à l'université, certains montent des laboratoires, ils sont très contents, ils se sentent valorisés, reconnus, ils ont des laboratoires. Mais malheureusement, ils ne produisent rien. Ils produisent des articles confidentiels qui ne sont lus que par les membres du laboratoire. C'est ça le drame. Mais ils font des rapports d'activité qui sont acceptés par le ministre de l'Enseignement supérieur. Ils ne demandent pas le nombre d'articles ou de conférences ou de colloques nationaux et internationaux de qualité. Il n'y a pas d'exigence en matière d'obligation des résultats. Donc ce sont des laboratoires, des petites chapelles repliées sur elles-mêmes qui mangent, qui bouffent l'argent de l'État. Ça c'est très important à souligner. Il y a des centaines de laboratoires, mais il n'y a point de production visible ou reconnue ni au niveau national ni au niveau international. La réponse véritable réside dans la constitution et la désignation des responsables politiques à la tête de certaines institutions stratégiques. C'est que l'État algérien ne choisit pas les individus en fonction de leurs compétences pour diriger tel ou tel secteur. Elle choisit des ministres de simples serviteurs qui sont là pour exécuter la volonté de l'État. Et comme l'État n'a pas une politique cohérente en matière de gestion scientifique, notamment, scientifique surtout, parce que pour la manne pétrolière, ils sont très forts pour calculer, hein. Mais pour la gestion scientifique, judiciaire, elle est laissée à la discrétion des clans. Et qu'est-ce que c'est les clans? Chaque ministre, il vient avec son clan. Et il applique la politique de son clan. Il n'y a pas de planification, il n'y a pas de stratégie scientifique. On place les copains. Mais on ne place pas des gens compétents. Et d'ailleurs, pour préserver leurs intérêts éternels en Algérie, comme Hraoubiya, comme Ben Bouzid, etc. Ces gens-là, ils ont intérêt à placer des gens qui les servent au niveau local et au niveau de leur propre politique. Donc ça, c'est anti-étatique. Qu'on le veuille ou pas, c'est une politique de sabotage, je dirais pas planifiée, mais presque délibérée. Parce qu'il y va des intérêts des clans. Et c'est-à-dire un ministre, il ne peut avoir les bonnes grâces du chef de l'État et des institutions centrales que lorsqu'il maintient le calme. On lui exige
qu'il n'y ait pas de vague dans son secteur. D'accord. Et ça, c'est pervers. Et je dénonce ça. Je le dis ici depuis Paris, je dénonce cette politique qui est antinationale, antipatriotique et anti-rationnelle. Je suis très pessimiste par les gens qui dirigent l'État actuellement. Néanmoins, je suis optimiste pour la capacité des Algériens, le peuple, les citoyens, de se ressaisir. C'est tout. La seule confiance que j'ai, c'est dans les citoyens. Même s'ils sont atomisés, désorganisés, j'ai l'espoir dans les masses, dans les gens. Un changement radical de programme d'enseignement, d'orientation et de stratégie. Qu'est-ce qu'on veut avec l'université? Qu'est-ce qu'on veut faire avec l'université? Produire des compétences et quoi en faire par la suite? Et pourquoi produire des centaines, des millions d'étudiants sans leur donner les débouchés? D'accord. Et la question qui se pose, pourquoi faire l'université? À quoi sert? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on attend de l'université? D'accord. Donc elle est maintenant dans un déclin irrémédiable.